Dans cette commission des affaires culturelles, députés, universitaires et anciens ministres sont auditionnés sur la protection du patrimoine national et la sécurisation des musées, face à des risques croissants et des choix politiques décisifs. Abonnez-vous à Hémicycle, commentez et partagez cette vidéo pour suivre les débats qui façonnent l'avenir culturel et patrimonial de la France. Exercer la fonction de ministre de la Culture du 7 juillet 2020 au 20 mai 2022, soit 682 jours, et je les ai exercés dans des conditions tout à fait particulières, dans le contexte d'une crise sanitaire sans précédent, aux conséquences lourdes pour le secteur culturel. Et peut-être quelque chose m'a interrogé dans les questions que vous m'avez posées. Je n'y ai vu à aucun moment le mot de pandémie ou le mot de Covid. Mais interrogé par un journaliste sur cette affaire, je lui rappelais qu'il y avait une pandémie et qu'il m'a dit, tout de go sur le plateau, « Tiens, c'est vrai, j'avais oublié. » Alors, je vais me permettre de vous faire un cadeau. Parce que j'ai écrit le contexte de cette affaire. Vous ne vous ennuierez pas, c'est d'ailleurs un livre qui a rencontré un grand succès de librairie et qui raconte exactement le Covid, et vous trouverez... On n'est pas visé par le bandeau, Madame Bachelot. Absolument. On n'est pas visé, vous n'êtes visé. Non, vous n'êtes pas visé. Donc, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, évidemment, nous avons rencontré un incroyable défi qui voit les établissements patrimoniaux fermés, le spectacle vivant s'arrêter, les artistes et les créateurs au désespoir, qui doit gagner des arbitrages budgétaires considérables pour sauver la culture, et qui est elle-même frappée par un Covid sévère qui l'a emportée aux portes de la mort. Je dis ça parce que je pense que cette introduction mérite d'être dite avant votre interrogation. Il convient aussi de rappeler que le ministère de la Culture est doté de nombreux établissements publics, 80, certains étant des établissements publics administratifs comme le Louvre, d'autres des EPIC, industriels et commerciaux, très différents. On ne peut pas appliquer aux établissements publics qui relèvent du ministère de la Culture la moindre grille commune. Quel rapport entre la Bibliothèque nationale de France, le Louvre, la Comédie Française, ou le Mont-Saint-Michel ou la Villa Médicis? Il faut rappeler aussi, je crois que c'est important, que ces établissements sont autonomes. Aucun des textes législatifs qui les comportent, ou réglementaires, qui les concernent, ne désigne l'administration centrale du ministère en responsabilité de la gestion des musées, seul responsable juridiquement et opérationnellement. Les musées nationaux sont à ce titre dotés de la personnalité morale, d'une autonomie administrative et budgétaire, d'un directeur ou d'un président-directeur exerçant la police interne, et dotés de la responsabilité pleine et entière de la sûreté du site. Cette autonomie résulte des règles du droit public français et n'est pas un règlement interne. L'article de référence est l'article L441-1 et suivant du Code du patrimoine. Les musées sont donc seuls responsables juridiquement et opérationnellement de leur sûreté, que ce soit au niveau des dispositifs, des choix techniques ou des plans d'investissement. Le rôle de l'État est de fixer de grandes orientations politiques. Ces orientations seront déclinées au niveau de chaque ministère en discussion de gestion avec le Premier ministre et les musées mettent en œuvre. Le ministère et les services sont en dialogue permanent avec les établissements publics qui font part de leurs difficultés, de leurs objectifs, dans un dialogue nourri. Je pense que dans l'histoire du ministère de la Culture, jamais les contacts n'ont été aussi importants et rapprochés entre le ministre et les dirigeants des établissements publics. En présentiel, en visio, au téléphone, dans des déplacements de terrain, je pense avoir passé mes jours et mes nuits avec les directeurs de musées. En tout bien, tout honneur, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Alors, bien entendu, les musées peuvent remonter une alerte au ministre qui nécessitera une intervention urgente. Aucune alerte de cette nature n'est survenue pendant mon mandat. Le dialogue entre le ministre et le directeur ou président des établissements publics administratifs est concrétisé, outre les correspondances, notes, mémoires de la gestion courante, par 3 types d'échanges officiels qui donnent lieu à des correspondances formelles.
Au moment de leur nomination, les présidents ou les directeurs reçoivent une lettre de mission pour leur mandat, 5 ans, qui croise les grandes orientations du gouvernement, et tout spécialement du ministère de la Culture, et rappelle l'étendue de leur mission statutaire. La lettre de mission à Madame Descartes portait expressément dans ses priorités la conservation des collections et la mise aux normes de sécurité des équipements. Sont établis ensuite des contrats de performance en dialogue avec la direction centrale, en l'occurrence la Direction générale des patrimoines et de l'architecture. Ce sont des documents techniques de plusieurs dizaines de pages, parfois centaines, qui évidemment ne remontent pas au ministre. C'est un dialogue technique qui se passe entre les services et les directions. Évidemment, ces contrats de performance portent le suivi des différents schémas directeurs, dont celui de la sûreté. Et je crois que vous allez recevoir bientôt Jean-François Hébert, le DGPA qui était en poste à ce moment-là. Concernant ces COP, c'est leur vote par le conseil d'administration de l'établissement qui les fait entrer en vigueur, en l'espèce le COP 2020-2024, qui a vu s'égrener 4 ministres. On a à peu près la durée de vie qu'on a sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Pardon ? Et évidemment, les diagnostics préalables sur le bâtiment et sur la sûreté, qui ont conduit à l'établissement d'un plan décennal de rénovation du bâtiment historique et un schéma directeur de sûreté approuvé à cette occasion et qui formait l'indicateur 19 dans cette COP. Donc ça c'est la lettre de mission, les contrats de performance, et puis évidemment, mais ça renoue avec une question que vous allez me poser sans doute, c'est les objectifs annuels, et en particulier les objectifs qui conduisent à la notation et à la part variable du ministre. Mais si vous voulez bien, on peut attendre pour en parler, mais finalement, il y a ces 3 éléments, la lettre de mission, les contrats de performance pluriannuels, et puis ces objectifs, qui sont des objectifs plus politiques et plus actuels, collant à l'actualité. C'est ainsi qu'évidemment, après la Covid et la levée de tous les éléments de contrainte, il y avait un objectif sur la gestion de la crise. Tous ces documents portent la sécurité des musées au cœur de leur rédaction. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Riester ? Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Quelques mots également pour répondre à vos questions. D'abord dire que, parce que je crois que c'est utile, j'ai été, moi en ce qui me concerne, ministre du 16 octobre 2018 au 7 juillet 2020. Deuxièmement, je ne vais pas rappeler tous les éléments évoqués à juste titre par Roselyne Bachelot, qui permet de poser effectivement d'une façon précise quels sont les outils de tutelle finalement et de suivi des directeurs et plus largement des établissements par la tutelle. Mais il faut comprendre, et je voulais le dire un peu en propos liminaire, que la question de la protection, de la préservation, de la conservation des œuvres des musées est au cœur des missions du ministère de la Culture et au cœur je dirais, des missions des femmes et des hommes qui travaillent dans ce ministère et notamment dans les musées. Et ça, je crois que c'est un point important et qui fait que ce n'est pas dans le rôle qu'est le nôtre de ministre quelque chose, et je vais y revenir parce que j'ai eu à gérer des questions de sécurité tout particulières par rapport aux questions d'incendie d'une façon très accrue, mis à part des crises. C'est, je dirais, toute l'organisation du ministère sur laquelle on pourra revenir peut-être tout à l'heure pour prendre un peu de hauteur, qui est dédiée, vouée à protéger, préserver les œuvres qui sont dans les musées. En ce qui me concerne, dans l'éventail des risques en termes de protection des œuvres, risque incendie, risque de vol, de vandalisme, d'attentat, d'inondation, risque lié à l'humidité, la température, la lumière, etc. À titre personnel, en tant que ministre, outre veiller à ce que les missions du ministère de la Culture puissent être exercées normalement, telles que je viens de les décrire tout à l'heure, j'ai été confronté à 2 actualités sur lesquelles j'ai dû me
me penchait tout particulièrement. Alors quelque chose d'un peu mineur, mais qui était à l'époque très prégnant, qui étaient les questions d'inondation. Et notamment, j'ai inauguré, c'était mes prédécesseurs qui les avaient lancés et suivis, le site des réserves de Liévin du Louvre. Et j'ai acté, avec la présidente de la région, Valérie Pécresse à l'époque, la création d'une réserve nouvelle pour le centre Georges Pompidou à Massy. Et donc la question de la préservation des réserves était vraiment quelque chose d'actualité dans les discussions que nous avions avec les services lorsque j'étais ministre. Et deuxièmement, bien évidemment, la question de l'incendie, avec l'incendie de Notre-Dame en avril 2019. Et derrière, un certain nombre évidemment de décisions qui ont été prises, outre ce qui concerne la sauvegarde, puis la restauration de Notre-Dame, avec l'accompagnement de toutes les équipes pour veiller à la sauvegarde de Notre-Dame avant même de commencer la restauration, c'est-à-dire les DRAC, les services en administration centrale, les entreprises, toutes celles qui sont mobilisées pour la sauvegarde de Notre-Dame, mais aussi de préparer le dispositif de restauration avec la loi Notre-Dame. Certains ici étaient présents pour discuter de cette loi, la création de l'établissement public et bien évidemment aussi tout ce qui concerne le financement avec le travail avec les différentes fondations. Et puis, outre Notre-Dame, la réflexion plus large sur la sécurisation des cathédrales et le lancement du plan cathédrale auquel a fait référence Rima Abdul-Malak tout à l'heure, que j'ai lancé lorsque j'étais ministre et qui visait non seulement à auditer, identifier les éventuelles failles au système de lutte contre les incendies dans les autres cathédrales françaises, mais aussi derrière des moyens qui devaient être mis en œuvre pour leur restauration ou la montée au niveau des sécurisations incendie, à la fois pour les bâtiments, mais aussi pour les œuvres qui sont à l'intérieur des cathédrales, dispositifs qui devaient vraisemblablement dans un certain nombre de cathédrales être améliorés. Mais je tiens à rappeler qu'à Notre-Dame, les dispositifs préexistants ont permis en partie de préserver Notre-Dame, et notamment les œuvres qui étaient dans Notre-Dame, puisque les services du ministère de la Culture, en lien avec les sapeurs-pompiers, en lien avec les déchets et en lien avec les services de la ville de Paris, ont réussi parce qu'il y avait des protocoles, parce qu'il y avait des travaux qui avaient déjà été conduits en matière de sécurité incendie, tout de suite évacuer les différents objets, œuvres si précieuses, notamment le trésor de Notre-Dame, dès les débuts de l'incendie. Voilà, moi, les deux sujets sur lesquels j'étais particulièrement saisi de ces questions-là lorsque j'étais ministre. Et encore une fois, comme l'a rappelé Roselyne, les questions spécifiques au Louvre de sûreté ont été partie prenante des travaux de mes services lorsque j'étais ministre, puisque le fameux contrat d'objectifs et de performance 2020-2024 était préparé lorsque j'étais ministre. Et dernier point sur le Louvre, puisque Rima aussi l'a évoqué tout à l'heure, la question des gilets jaunes et la sécurisation du domaine et du palais a été un élément qui a été intégré dans ce travail de rédaction du contrat d'objectifs et de performance, puisque, rappelez-vous, à l'époque, en décembre 2018, il y avait eu menace d'intrusion. Il y a eu des intrusions dans le jardin des Tuileries, mais des menaces d'intrusion, y compris dans le musée du Louvre. Et donc, on avait veillé à ce que soit intégrée cette question de sécurisation du domaine et du palais dans le contrat d'objectifs et de performance du Louvre. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur ? Je suis rouge. Vraiment, merci. C'est formel, mais c'est sincère, vous trois. Et vous avez, votre temps est précieux, mais vous comprendrez qu'on a besoin d'avoir vos lumières pour avancer. Nous débutons, vous comprenez bien, vous le savez, mais je le dis, ces travaux. Tout à l'heure, on a vu des universitaires pour un peu dézoomer, comme on dit, sur des grandes problématiques. Il nous semblait logique, évidemment, de prendre les événements sur lesquels nous avons à travailler avec un peu de recul. Vous avez exercé des responsabilités dans des moments très particuliers, mais enfin, on considère quand même que vous avez été autour de 2 ans chaque fois, sans doute pas assez de votre point de vue, mais vous avez exercé la responsabilité passionnante de ministre de la Culture, et ça nous semblait normal de vous avoir. Alors, parmi les questions, peut-être une sur laquelle, Madame Bachelot, vous êtes revenue, mais moi, sur laquelle j'aimerais comprendre la mécanique. Tout simplement, quand on est ministre de la Culture, pardon, la question est extrêmement simple, et qu'on a, je vais parler là du Louvre, un établissement de la sorte,
vous avez dit tout à l'heure, Madame Bachelot, qu'il y a une forme d'autonomie de l'établissement. Mais pouvez-vous tout simplement, pour l'ignorant que je suis, en même temps, il y a un établissement particulier. Vous avez dit, sous une forme d'humour, mais ça se voulait aussi sincère, que vous avez passé jour et nuit votre temps avec les directeurs d'établissement. Je vous connais. En même temps, évidemment, ça n'est pas le cas. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans les relations avec cet établissement, du point de vue de la dimension qu'il a, etc. Et déjà, comment ça fonctionne, les échanges, et quand il y a des définitions, notamment des schémas directeurs, parce que la question des schémas directeurs est beaucoup revenue, est-ce que directement le ministre est associé au plus près, ou voilà, est-ce que déjà vous pouvez éclairer un peu comment ça se passe, en raison de l'importance de l'établissement? Est-ce que de votre part, je m'adresse à Mme Bachelot, mais de la même façon à Mme Abdomala, non, pardon, parce que vous avez, y compris vous, parce que si je reprends la chronologie sous votre tutelle, si je puis dire, Monsieur Riester, il y a eu les études préparatoires à l'évaluation de la mise en place du schéma directeur depuis 2018, puis vous, Madame Bachelot, le schéma directeur entre 2019 et 2023, et c'est sous votre responsabilité, Madame Abdomala, qu'il y a eu le lancement formel du schéma directeur qui a été acté en fin 2023. Hein, donc vous avez été des acteurs directs de choses. Bon, ça c'est un aspect. Et après, si Monsieur le Président m'autorise, vous avez dit tout à l'heure, Madame Bachelot, cette fois-ci ça s'adresse à vous, vous étiez très clair, vous avez dit notamment que dans la lettre de mission qui avait été accordée, envoyée bien sûr à Madame Descartes, la question de la sécurité faisait partie de cela. Alors là encore, je ne mets pas en cause les propos de Madame Descartes, mais je voudrais avoir votre regard sur une déclaration qu'elle a faite devant, je crois, nos collègues du... Non, c'était à nous, à l'Assemblée. Voilà, je la cite, et vraiment si je me trompe sur ses propos, mais le Louvre, dit-elle, doit enrichir ses collections pour le bien de la nation. Cette mission est clairement énoncée dans la transformation du Louvre en établissement public administratif, et elle figure dans la lettre de mission émise par le ministère de la Culture en janvier 2022, virgule, tandis que la sûreté ne fait pas partie des objectifs, car, virgule, à ce moment-là, elle n'est pas considérée comme une priorité. Alors, je ne voudrais pas décontextualiser ce qu'elle dit, parce que peut-être que... Mais, on retravaillera sur sa déclaration, mais est-ce que... Moi, j'aimerais... Comment vous comprenez le sens de mon propos? Est-ce que vraiment la dimension de la sécurité de l'établissement, dans votre esprit, je m'adresse à vous, mais peut-être aussi à vos prédécesseurs et à ceux qui ont été ministres, est-ce qu'elle était aussi clairement énoncée? Et je le veux là encore, j'espère que personne n'y voit une volonté de... Quand j'ai écouté les déclarations de Monsieur le Président de la République le 28 janvier, lorsqu'il annonce le Louvre Renaissance, il est vrai que beaucoup de choses sont dites, et que la question de la sécurité est énoncée à un moment donné, et que ça n'est pas une priorité. Alors, là encore, est-ce que... quel regard vous portez sur mes propos? Est-ce que vous trouvez que c'est abusif de l'interprétation que j'en fais? Est-ce que... Voilà, première question un peu pour lancer la discussion. Voilà. Sur le point précis de la lettre de mission à Madame Descartes, je l'ai avec moi. Donc effectivement, la sécurité y est nommément désignée. Et je tiens ce document à votre disposition. Mais devant l'émotion, je ne mets pas en cause les propos de Madame Descartes à aucun moment. Effectivement, la conservation des œuvres dans toutes ses dimensions est au cœur de la lettre de mission qui lui a été confiée. Et les questions de sécurité contre le vol prennent place dans un ensemble que Franck vient d'évoquer, c'est-à-dire l'obsolescence des bâtiments qui constitue en soi une menace pour la sécurité. On vient de fermer la galerie Campana, dans la différence générale d'ailleurs, parce qu'évidemment les plafonds et les planchers risquent de tomber sur des collections de céramique anciennes qui n'y survivront pas. Hein. Et d'autres choses, le risque incendie qui a été tout à fait développé par Franck. Et c'est vrai que les sommes sont considérables quand on veut bien les considérer en parallèle avec les risques de vol. La cathédrale de Nantes, on a déjà mis 35 millions pour la restaurer, 32 je crois exactement, pour la restaurer, pour l'ouvrir au public, mais on ne retrouvera pas le tableau d'Hippolyte Flandrin, Saint-Clair guérissant les aveugles, qui a brûlé. Hein. Donc ça, c'est effectivement tout à fait important. Je rappelle qu'à la suite du plan décidé par Franck Riester, on l'a évidemment à la suite de cet incendie qui ouvre en quelque sorte mon mandat de ministre de la Culture, puisque cet incendie a lieu le 19 juillet 2020, alors que j'ai été nommé
nommé ministre de la Culture le 7 juillet et a entraîné le fait que j'ai mobilisé des fonds considérables, c'est-à-dire 10 millions d'euros en crédit courant, plus 80 millions dans le cadre du plan de relance pour justement abonder le plan cathédrale de Franck et qui a permis ainsi de restaurer, de sécuriser 47 cathédrales. Et ensuite le vandalisme stupide, on nous a repassé les tontons flingueurs dimanche dernier, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, comme le gars qui se prend les pieds en voulant prendre un selfie et qui détruit un tableau, le vandalisme enragé, le risque cyber. Il faut savoir que c'est extrêmement important parce que ça met en cause la sécurité, ça peut débrancher ou altérer des systèmes de sécurité, le risque inondation, enfin tout ça, il faut le gérer en même temps. Alors, dans cette affaire de la chaîne de responsabilité que vous me posez, monsieur le rapporteur, quel est le rôle de l'État, du président de la République, du gouvernement, du ministère de la Culture, des services, des établissements publics? J'ai rappelé l'autonomie parce que ça me paraît une question de fonctionnement fondamentale. Il faut de l'autonomie des établissements. Est-ce pour autant que l'échelon N+1, ou N+2, ou N+3 est démobilisé et s'en fiche? Bien sûr que non, évidemment. Le président de la République, quand il est élu, fixe un certain nombre de priorités et l'intérêt pour la culture est évidemment massif. Je crois que le monde entier a salué la façon dont la France avait géré la crise du Covid pour préserver son outil culturel. Ces 15 milliards qui ont été injectés dans l'économie, dans la protection non seulement des personnels, mais des institutions, des structures, c'est tout à fait considérable. À travers aussi un certain nombre d'outils qui ont voulu non seulement réparer ce qui était, mais préparer l'avenir avec le plan de relance. Et je rappelle que jamais le patrimoine n'a été aussi bien doté qu'avec le plan de relance que j'ai négocié, 2 milliards d'euros, c'était quand même pas rien, dont 614 millions pour le patrimoine. Et la principale institution qui a été dotée dans ce cadre, c'est le Louvre. Donc c'est bien une décision politique qui a été prise au niveau du président de la République, du gouvernement, et mise en œuvre à travers les arbitrages budgétaires que j'ai gagnés et des dotations que j'ai décidé, et en particulier la dotation la plus importante pour le musée du Louvre. Donc ça, je crois que la chaîne de responsabilité est bien fixée. Alors ensuite, il y a des discussions techniques qui sont faites avec les services, bien sûr, et les services rendent compte des grands éléments qui sont faits. Bien sûr, on fixe les priorités dans un dialogue extrêmement nourri, mais ensuite, ce sont les établissements publics qui mettent en œuvre, évidemment, sur le plan pratique. Je dois dire qu'effectivement, je n'ai pas tenu informé le président de la République au moment de la déclaration de la guerre en Ukraine du nombre des extincteurs qu'il y avait au Louvre. Je le regrette. Peut-être en complément de ce que vient de dire Roselyne, c'est que vraiment, et j'insiste sur ce point-là que j'ai évoqué quand même au départ, c'est que c'est cette question de la préservation et de la transmission quelque part aux générations futures des collections des musées, c'est vraiment le cœur même, l'essence même, l'ADN même des musées, de celles et ceux qui travaillent dans ces musées. Donc, on peut pas c'est pas une urgence particulière ou un point spécifique ou une actualité annuelle ou dans le cadre d'une lettre de mission spécifique à un moment donné qui serait mis en avant particulièrement. C'est vraiment quelque chose qui est inhérent même au principe et au fonctionnement de ces musées. Deux, quand on est ministre, on a à veiller à ce que justement ces missions-là puissent être exercées. C'est toute la question des moyens humains, moyens financiers, organisationnels. Et ça, évidemment, on y passe du temps. Pas spécialement sur le Louvre, mais d'une façon globale. Est-ce que oui ou non, nos équipes ont les moyens de bien travailler? Est-ce que oui ou non, les opérateurs ont des budgets suffisants? Est-ce que oui ou non, les conditions réglementaires, législatives sont adaptées à l'exercice de leur mission? Faut-il les adapter? Donc ça, oui, effectivement, il peut y avoir, il y a cette partie de notre travail qui consiste à veiller à ce que, je dirais, les choses puissent tourner correctement. Deuxièmement, il y a les priorités politiques d'un gouvernement.
À un moment donné, il y a des priorités qui sont fixées par le président de la République, le gouvernement, et qui sont des priorités qu'on suit tout particulièrement en tant que ministre. Par exemple, le projet de la restauration de Villers-Cotterêts et du projet Villers-Cotterêts, c'est quelque chose que j'ai suivi particulièrement, évidemment. Comme le sujet de la restitution des œuvres, qui était une priorité du président de la République, ou par exemple les questions de redéfinition du projet du Grand Palais, qui était un des sujets aussi emblématiques qui était porté politiquement. Et puis il y a l'actualité, je vous ai évoqué Notre-Dame tout à l'heure, il peut y avoir une crise qui fait que spécifiquement on mobilise de l'énergie, nous, en tant que ministre, pour faire face à cette crise. Notre-Dame, il y a la question des gilets jaunes, je l'ai évoqué aussi, mais il y a aussi le Covid. Je dirais que Roselyne a eu la fin de la partie, le cœur et la fin de la partie de la première, le premier shutdown de la culture, et la deuxième. Moi, j'ai vu à gérer la première partie, c'est-à-dire de mars à juillet, on a fermé le monde de la culture, on a fermé les musées. Et j'ai fermé avec mes équipes les musées. Et ça a été évidemment une crise particulière qui nous a mobilisés énormément. Ça a été aussi évoqué par Rima tout à l'heure, la question de la réforme des retraites, ça nous a aussi beaucoup mobilisés. Donc, vous voyez que le ministre, lui, son rôle principal, outre les priorités politiques et la question des crises, c'est de veiller à ce que les services aient tous les moyens pour exercer le cœur de leur mission, et notamment en faisant confiance aussi aux opérateurs qui ont une autonomie pour mener à bien ces missions qui sont les leurs, dans le cadre d'une tutelle, dans le cadre d'un contrôle qu'a évoqué d'une façon très détaillée Roselyne. Merci. Madame Abdul-Malak, peut-être vous voudrez réagir sur ce point-là, mais j'avais également une question. Avez-vous été surprise par le vol qui a été commis? Est-ce que vous avez connaissance, au moment où vous avez été ministre, de défaillance de l'établissement en matière de sécurité concernant le risque vol en particulier? Monsieur le Président, oui, évidemment que j'ai été surprise et choquée par ce cambriolage spectaculaire. En amont, quand j'arrive, moi, vous savez, quand on prend nos fonctions, l'administration prépare des dossiers ministres, on appelle ça, avec des fiches sur tous les sujets. Donc, j'ai demandé à récupérer quelle était la fiche que j'avais eue sur le Louvre. Dedans, il y avait cette phrase sur le programme pluriannuel de travaux, financé en majeure partie sur ressources propres. On reviendra sur les questions de financement, puisque je pense que dans les débats, il y a aussi qui paye, combien, comment on négocie. En tout cas, ce document me disait qu'il y avait une programmation des investissements présentée sur la période 2021-2024 qui reflète le besoin structurel d'investissement pour garantir le bon fonctionnement du musée ainsi que la restauration des salles historiques. Elle s'articule, cette programmation, autour des priorités suivantes, et il y a une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Le premier est la mise aux normes des équipements visant à assurer la sécurité des œuvres, des visiteurs et des agents du musée. C'est quand même le premier point que je lis dans cette fiche quand je prends mes fonctions. Deuxièmement, l'entretien du clos et couvert, je ne vous détaille pas tout. Troisièmement, la restauration ou la remise en état des espaces classés monuments historiques. Quatrièmement, la réaffectation des locaux scientifiques et techniques qui fait suite au déménagement des réserves à Liévin. Cinquièmement, l'aménagement des jardins. Et sixièmement, l'amélioration des conditions d'accueil des visiteurs. Donc moi, quand je fais des points régulièrement avec Laurence Descartes et ses équipes, on parle de tous ces points-là. Et tout est lié, c'est-à-dire comment améliorer l'expérience de visite, décongestionner en quelque sorte le Louvre, comment mieux séquencer la restauration des espaces monuments historiques. Le clos et couvert, ça a été aussi, avec ces histoires d'inondations, etc., énormément de discussions. Pour moi, si vous voulez, les choses étaient traitées. Premièrement, je n'étais pas au courant, vous me poserez sans doute la question de nouveau, mais de ce qui a été révélé récemment grâce aux auditions au Sénat de rapports faits par Van Cleef & Arpels et l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, je ne veux pas me tromper dans leur nom. Ces éléments-là ne m'avaient pas été remontés. Je ne savais pas qu'il y avait eu ces audits en particulier. Je savais qu'il y avait des investissements prévus, des travaux prévus, que l'enjeu de la sécurité était dans la liste des priorités. C'était pas de mon niveau, en fait, de rentrer dans le détail, comme disait Roselyne, des extincteurs, de telle vitrine, de l'épaisseur du verre, etc. C'est déjà, je n'ai pas les compétences. Et puis, j'arbitre quand il y a un arbitrage qui me remonte sur un budget. Je voudrais préciser aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, mais comme il y a le débat sur la question des acquisitions versus les travaux.
quand j'étais conseillère à l'Élysée et Franck Lester puis Roselyne Bachelot étaient ministres, on a eu à renégocier l'accord intergouvernemental avec le Louvre Abu Dhabi pour le prolonger de 10 ans supplémentaires jusqu'à 2047. Il y avait à ce moment-là aussi, au même moment, un débat autour de l'acquisition d'un Rembrandt extrêmement cher qui valait autour de 160, même plus, millions d'euros. Et il y avait ce débat de faut-il absolument que la France, qui a classé Trésor national, ce porte-étendard de Rembrandt, le garde en France et évidemment au Louvre, mais ça coûte une fortune. Ou est-ce que cet argent qui aurait pu du coup arriver de cette prolongation de 10 ans de la licence de marque d'Abu Dhabi aurait été intégralement siphonné pour l'achat de ce tableau, ou est-ce qu'il faut au contraire se dire tant pis, ce tableau ne sera pas en France mais il sera en Europe, il sera à Amsterdam, il n'est pas perdu pour l'humanité, mais on va prioriser d'autres choses, que cet argent de la licence de marque serve à des travaux, à l'amélioration de l'expérience de visite, au développement d'un nouveau département chrétienté d'Orient, etc. Et ce débat stratégique, c'est ça le rôle d'un ministre en fait. Et c'était ça aussi notre rôle à l'Élysée, et c'est remonté jusqu'au président de la République, et Franck comme Rosine s'en rappelle très bien de ces débats-là. Donc, on les a, ces arbitrages stratégiques à différents moments, quand il y a des choix à faire et que la direction de l'établissement pose ce choix. Donc, mais après, le détail de telle caméra marche-t-elle, a-t-elle été réparée si elle était en panne, etc., évidemment que ça ne remonte pas jusqu'au ministre. Enfin, je ne vois pas comment, dans l'amplitude de nos missions. Merci beaucoup, monsieur le Je ne sais rapporteur. pas si j'ai répondu à tout, mais vous pourrez me réinterroger. Bien sûr. Oui. Bon, il va de soi que c'est une fonction de passion, et je comprends que quand vous nous répondez, vous abordez beaucoup de sujets, y compris des sujets auxquels très importants, et j'essaye, c'est pas un reproche que je fais, mais qu'on reste un peu sur le cap qui est le nôtre, c'est-à-dire que l'acquisition de Rembrandt, etc., c'est des sujets importants, mais j'essaie de garder le fil que notre commission d'enquête est sur la défense de la sécurité du patrimoine, et nous parlons là du Louvre. Alors, j'essaie de reprendre dans tout ça, sur cette histoire de schéma directeur, par exemple. Madame Descartes, devant nous, à l'Assemblée nationale, a considéré que lorsqu'elle a été arrivée en fonction, en septembre 2021, je ne me trompe pas, elle a considéré que le schéma directeur de son prédécesseur, M. Martinez, méritait d'être retravaillé, je veux dire comme ça. Et notamment, dit-elle, il n'y a pas de raison de mettre en place sa parole, pour muscler les questions de sécurité. Il me semble que c'est, là encore, sous la tutelle de, lorsque vous, Madame Bachelot, ou peut-être vous, Madame Abdul Malak, était en responsabilité, que cela a lieu. Est-ce que vous avez un souvenir de cette discussion? Il me semble que c'est quand même pas rien quand la directrice d'un tel établissement considère qu'elle prend connaissance, qu'elle s'aperçoit que le travail de son prédécesseur mérite d'être retravaillé. J'imagine que les ministres sont quand même sollicités. Et là-dessus, quel regard vous portez? Quels sont les, je vais dire le mot, les critiques peut-être, les choses qui méritent d'être précisées, qui justifient qu'il y ait cette remise à plat autour notamment des questions de sécurité. Enfin, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Je m'adresse à vous, Mme Bachelot, mais ça s'adresse aussi aux trois, mais avec humour, vous avez dit, j'ai pas informé le président de la République des nombres d'extincteurs, etc. Notre commission d'enquête travaille sur la sécurité de plusieurs musées, pas seulement le Louvre. Mais tout de même, quand il s'agit du Louvre, ce dont nous parlons n'est pas d'une question d'extincteur. Nous parlons du fait, notamment la presse l'a évoqué. Non, mais j'ai compris. J'ai compris, mais j'en manque. Je veux dire, il y a notamment la presse a révélé, on travaillera sur l'effet peut-être sensationnel des choses, mais que dès 2018, il y avait, je pense notamment au travail fait par Franck Harpel, qu'il y avait des alertes sur le musée du Louvre. Ça n'est pas rien quand il y a des alertes sur le musée du Louvre, et vous en convenez. Donc, ça n'est pas n'importe quel établissement. L'état de dégradation du bâtiment, tout à l'heure nous avons des universitaires qui nous rappelaient que même, lorsqu'ils participaient au comité scientifique, ils avaient découvert en quelque sorte que cet établissement, évidemment, était dans une situation très particulière, qui méritait, etc. Et en même temps qu'il y a tous ces questionnements, donc j'essaie d'avancer, on a vu que politiquement, il y a eu aussi le projet de Louvre Renaissance, donner une dimension. Donc, vous comprenez, j'essaie de vous questionner pour essayer de comprendre la mécanique, comment ça se passe quand il y a des petites alertes qui ont lieu, quand il y a un schéma directeur qui est retravaillé par la nouvelle directrice qui arrive, que sans aucun doute il y a une attention particulière. Voilà, est-ce que vous pilotez ça? Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous validez ça? Est-ce que ça vous semble être à la hauteur?
Je rappelle que Madame Descartes, quand notamment elle nous dit qu'elle retravaille le schéma directeur, c'est notamment en raison de la localisation des PC sécurité. On est vraiment dans notre sujet, là, où il y a un regard là-dessus. Est-ce que donc vous aviez en tête que, concernant le Louvre, il y a quelque chose qui, manifestement, n'était pas à la hauteur, qui dysfonctionnait, qui méritait d'être retravaillé? Voilà, je crois que mes questions sont assez claires, j'espère. Et bien sûr. J'éviterai tout mot d'humour, monsieur le rapporteur. Je comprends très bien que la nouvelle présidente du Louvre ait revisité les schémas directeurs sous sa responsabilité. Je pense que c'est une évidence lors d'une prise de fonction. On fait l'état des lieux, on prend contact avec les personnels, il y a tout un travail. D'ailleurs, à ce titre, je veux saluer l'élégance de Jean-Luc Martinez, qui, alors que la nomination de Madame Descartes avait eu lieu au mois de juin, mais qu'elle ne voulait pas prendre ses fonctions avant la fin de la période estivale, a accepté de faire l'intérim, ce qui pour lui n'était pas spécialement facile. Et je trouve que c'est assez courtois de saluer l'élégance de Jean-Luc Martinez. Effectivement, nous voyons, et nous venons d'en parler aussi bien Rima Abdul-Malak que Franck Riester, de l'évolution considérable des conditions de sécurité, des menaces qui portent sur les musées. C'est vraiment un truisme que de le soulever, à la fois par la coordination des différents risques, mais aussi par l'évolution des techniques, des fractions qui sont à l'œuvre. On voit une augmentation des intrusions nocturnes, par exemple, qui était à peu près inexistante il n'y a pas si longtemps. On volait dans les musées le jour. Le repérage au sein des espaces muséaux, mais y compris dans les locaux techniques. Les vols opportunistes dans les espaces publics, surtout sur les pièces fongibles. Les actions de criminalité organisée qui visent des pièces de petite taille et à forte valeur. Le ciblage croissant des réserves, ce qui n'existait pas. Et donc, on voit qu'il y a aussi une augmentation absolument considérable de la valeur intrinsèque des œuvres, et que des choses qui n'intéressaient pas la criminalité organisée intéressent maintenant. Donc, que quelqu'un qui prend sa fonction dans un système aussi changeant, aussi dynamique de risque sur le grand établissement public, premier musée du monde, que cette personne revisite l'ensemble des schémas directeurs, on ne pourrait que le lui reprocher de ne pas le faire. Et j'espère que si il y avait un changement dans la direction de quelque institution que ce soit, il revisiterait le schéma directeur de sécurité. Pour l'améliorer, bien sûr. Vas-y. Voilà. On est bon là. Je me permets de réagir là-dessus. Bon, tel que vous le présentez, il va de soi, mais il me semble que c'est quand même une grosse machine, un schéma directeur. Et quand même une nouvelle directrice arrive et remet le travail sur l'ouvrage, c'est pas seulement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle le dit elle-même. Enfin, je trouve que là. Je peux répondre là-dessus. Mais je vous en prie. Mais je vais terminer, Madame Abdul-Malak, que vous allez me dire. Vous comprenez mon état d'esprit, c'est-à-dire que je considère que c'est de grosses administrations, j'imagine, qui travaillent, c'est des années de travail, que c'est quelque chose qui est présenté, et je crois que si une nouvelle directrice arrive et considère que, et donc c'est un gros travail qui est validé dans mon esprit par la ministre ou le cabinet de la ministre, et quand une nouvelle personne arrive et dit je vais remettre au travail une redéfinition de ce schéma directeur, c'est qu'il y a des choses là-dedans qui n'ont pas été prises en compte. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, quel regard vous avez là-dessus? Est-ce que c'était notamment cette histoire, de la sécurité des œuvres, telle que Madame Descartes nous le présente, en disant que précisément, c'est ce qui l'avait amené à retravailler, et notamment sur des faiblesses qu'on a pu constater quand on s'est rendu, d'ailleurs, je dis le mot faiblesse, enfin là je m'implique, quand nous sommes rendus au musée du Louvre et qu'on a visité le PC de sécurité, je dois avouer, avec ma petite expérience, que ce que j'ai vu
m'a donné l'impression quand même de quelque chose qui n'était pas à la hauteur d'un aussi grand musée. Et même les personnes qui nous accompagnaient nous ont dit que, comparant au musée d'Orsay, pour un musée 4 fois plus petit, nous ont-ils dit, le poste de sécurité était 4 fois plus important. La formule était peut-être schématique, mais vous voyez, là, il y a quelque chose qui, moi, m'a impressionné d'un certain point de vue. Bref, vous voyez le sens de mon propos, Madame Black, vous vouliez réagir. La justification, la modification de ce schéma directeur, quel regard portez-vous là-dessus et quelle implication peut-être la ministre de tutelle que vous étiez à ce moment-là a, en considérant effectivement qu'il y a un constat que le schéma directeur n'est pas à la hauteur des attentes nécessaires au musée. Alors, monsieur le rapporteur, je pense qu'on a des malentendus sur les mots qu'on emploie. En fait, un schéma directeur global, le Louvre n'en avait pas quand moi j'ai commencé mon mandat de ministre. Fontainebleau en avait, Versailles en avait depuis 2003, mais le Louvre n'avait pas ce qu'on appelle techniquement au ministère de la Culture un schéma directeur global. Là, je parle de l'ensemble des travaux, pas uniquement de la sûreté. Vous zoomez évidemment sur la sûreté, je comprends l'enjeu vu tout ce qui s'est passé. Mais en fait, les discussions qui se passent avec les établissements culturels se font sur un ensemble de travaux, un ensemble de subventions d'investissement qui sont après fléchés, compartimentés, et nous, on ne rentre pas forcément dans tous les détails de toutes les lignes où va chaque élément du budget. Mais un schéma global, il n'y en avait pas. Or, moi, dans mes échanges avec Laurence Descartes, quand je deviens ministre, on se rend vite compte, et elle le propose comme tel, qu'il faut relier tous les sujets énergétiques, les sujets sûreté, les sujets amélioration de l'expérience des visiteurs, les sujets clos et couverts, les sujets monuments historiques, même les sujets jardins, que tout ça forme un tout, et c'est ce qui va finir par, après mon départ, aboutir au projet de Louvre Renaissance. Mais moi, au moment où je suis ministre, j'ai aucune note, aucun document, aucun mail qui me dit qu'il y a une démarche globale de schéma directeur au Louvre. Ça, non. Et je n'ai pas retrouvé non plus de trace de quelque chose qui me dise qu'il y a à l'intérieur un schéma directeur sûreté. Schéma directeur sûreté, je n'ai pas ces mots. Ces mots n'existent pas. Il y a des travaux programmés, il y a des enjeux sûreté, il y a tout un tas d'autres mots qui sont mis, mais il n'y a pas un schéma directeur sûreté. Moi, ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas qu'il en manque et je ne sais pas qu'il en existe un, si vous voulez. Je sais qu'il y a des travaux programmés, mais je sais qu'il n'y a pas un schéma directeur global, comme on l'a pour Versailles ou pour Fontainebleau, et c'est là-dessus qu'on travaille. Et c'est ça que j'écris dans un courrier de novembre 2023 à Laurence Descartes, qu'il est temps maintenant de chiffrer, de structurer et de mettre en place un schéma directeur global. Et évidemment, à l'intérieur, la question de la sûreté. Je ne sais pas si ça vous aide dans la commission, mais c'est quand même ce malentendu-là, il faut qu'on arrive à le clarifier collectivement, parce que Laurence Descartes, moi, ce que j'ai compris, c'est que dans l'ensemble des travaux qui étaient prévus sous Jean-Luc Martinez, il y avait aussi des nouveaux projets qu'elle voulait développer et d'autres qu'elle voulait revoir. C'est cet ensemble de travaux qu'elle nous a proposé de rediscuter. Mais à aucun moment, à l'époque, c'était un schéma directeur, il existe et je vais le changer. Il n'y en avait pas, de mon point de vue. En tout cas, j'ai aucune note qui me dit qu'il y avait un schéma directeur. Merci pour rebondir sur ces échanges. Ce qui nous avait frappé, je crois, pendant l'audition de Laurence Descartes, c'était le premier point qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir qu'elle indiquait que la question de la sécurité n'était pas dans la lettre de mission, donc il peut y avoir eu l'effet de l'émotion et dont acte. Enfin, le sujet est quand même assez massif pour être d'ordre stratégique, pour reprendre la distinction que vous employiez tout à l'heure, Madame Abdul Malak. Quand on parle de la protection d'œuvres à plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros, là on parle d'un préjudice de 88 millions d'euros, précisément on est quand même sur quelque chose qui est stratégique, parce que les coûts engendrés en cas de vol, en cas d'effraction et en cas d'enquête sont quand même tout aussi importants. Il y a des enjeux d'assurance que vous n'ignorez pas, donc on est sur un sujet qui est stratégique. Mais il y avait un deuxième point qui avait été évoqué lors de son audition ici, à savoir que le fait, quand elle est arrivée, outre le schéma directeur qu'elle a souhaité modifier, elle a remplacé une partie importante de l'équipe de direction. Est-ce que, d'après vous, ces changements-là ont pu faire perdre à l'établissement une partie de l'historique et de la connaissance technique, bâtimentaire du lieu, et du coup perdre aussi un suivi de certains de ces dossiers en matière de sécurité? Il est assez logique qu'un nouveau président directeur du Louvre souhaite avoir une équipe rénovée. Ça ne me choque pas. Est-ce qu'il peut y avoir des déperditions? C'est toujours possible. Et des erreurs de transmission. Des mauvaises volontés, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de rentrer dans le cœur et les esprits des hommes et des femmes qui font ces transmissions. Mais en tout cas, puisque la question m'a été posée, quand il a été question de
d'ouvrir un nouveau mandat, puisque le mandat de Jean-Luc Martinez arrivait à échéance, et que la question s'est posée de sa reconduction ou de la nomination d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente, il n'est un secret pour personne que devant les candidats qui étaient en place, reconduction de Jean-Luc Martinez, nomination de Madame Descartes, il y avait d'autres personnes aussi que j'ai auditionnées dans ce cadre pour faire des propositions au président de la République, puisque c'est un emploi en Conseil des ministres et que la main en revient en dernier lieu, mais on pourra ouvrir aussi la discussion sur ce sujet. Je n'ai pas la peine de citer les personnes qui n'ont pas été retenues, ce serait, je pense, assez inélégant. Mais puisque la question a été posée de cette façon, moi j'étais pour la reconduction de Jean-Luc Martinez. Ce n'était pas une question de qualité des uns, des unes et des autres, c'était que je pense que justement on l'a évoqué avec un sourire, que la valse des responsables dans notre République est un facteur de malgouvernance, que ce soit pour un ministre ou pour un certain nombre de responsables, et qu'ensuite, dans la période extrêmement compliquée qui était celle que nous vivions avec ce Covid absolument épouvantable, il y avait un intérêt à la continuité de la gouvernance. Ça n'avait, je suis formel, aucune mise en cause de la capacité de Laurence Descartes à exercer cette présidence. C'était un jugement d'opportunité. Par contre, je menais aussi une politique de féminisation des nominations, un sujet auquel et le président de la République et moi-même étions extrêmement attachés, et la nomination de Laurence Descartes était aussi un élément à prendre en cause. Je me souviens de la première, de la une du New York Times disant « Une femme à la tête du premier musée du monde ». C'était quelque chose d'extrêmement important, et il faut avoir dans ce domaine une politique volontariste. Mais effectivement, les passations de pouvoir emportent essentiellement des risques de déperdition, de malgouvernance, et ce serait évidemment absurde de ne pas évoquer ce risque. Est-ce que vous me permettez de revenir sur une question que vous avez posée à Madame Rima Abdul-Malak? Avez-vous été surprise du cambriolage? Je dois dire que je ne suis ni surprise ni pas surprise. Le risque de vol est un risque inhérent dans tous les musées du monde. La sécurisation absolue d'un musée qui a 250 000 mètres carrés, dont 10%, enfin un peu plus de 10% est dévolu à l'exposition des œuvres, qui a, je crois, de mémoire 2400 fenêtres, est effectivement quelque chose qui, étant, j'allais dire, surplombe toutes les réflexions sur ce musée. Interpol indique qu'en, par exemple, en 2016, il y a 49 000 œuvres volées qui sont répertoriées, et que dans la décennie 2010, il a été volé dans les musées français 289 œuvres. Plus toutes celles qu'on n'a pas repérées. Hein. On a mis du temps à se rendre compte que le maître d'hôtel de l'Élysée mettait l'argenterie dans ses poches. Hein. Il a fallu presque 2 ans. Donc, Comment ? Je ne connaissais pas l'anecdote. Vous ne connaissez pas l'anecdote ? Non, mais quand vous avez un dîner d'État à l'Élysée, vous avez des serveurs qui surveillent que les invités étrangers ne mettent pas l'argenterie dans leur poche. Mais juste une question, puisqu'on taquine, si on peut entendre, je peux... Juste bien sûr, Madame la Ministre, tout de même, ce qui nous a frappé, ce qui a frappé les Français, c'est le vol, mais la nature de ce vol. Hein ? Non, mais le fait que ça apparaissait, alors c'est facile à dire, et là aussi on reconstitue l'histoire après coup, avec une certaine facilité. C'est ça qui, je crois, personne ne considère qu'il est impossible, enfin on n'arrivera jamais à ça, il y aura toujours la possibilité que des
des choses soient dérobées. Mais là, quand même, on a été frappés tous par l'apparente facilité avec laquelle cela a eu lieu. Et le double effet, en plus de ce choc, c'est quand on s'aperçoit, même si c'est plus compliqué que ça, que dès 2018, il y avait un rapport qui avait été donné à la présidence qui quand même semblait décrire exactement la même chose. Voilà, ça c'est la question. Mais j'aurais des questions plus précises à vous poser. Donc il va de soi que il existe des vols, il y en existera toujours. Mais là, quand même, dans un musée très particulier, on a quelque chose sur en plus des objets de grande valeur avec une apparente facilité qui surprend. À bon droit, j'ai envie de dire, pas seulement, on peut légitimement se dire, mais comment est-il possible que ce soit si facile en apparence? Mais Oui. juste Monsieur peut-être revenir aussi sur une de vos questions sur les alertes. Vous avez parlé du fait qu'il y avait eu des alertes et quelle était votre réaction par rapport aux alertes, notamment vous parliez de l'audit Van Cleef & Arpels. D'après ce que je comprends, parce qu'effectivement moi quand j'étais ministre, j'avais pas été, alors que c'était à mon époque, au courant spécifiquement qu'il y avait eu cette étude-là, c'est que il faut bien comprendre comment ça fonctionne. C'est le Louvre et les équipes du Louvre qui, justement, parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de schéma directeur de sûreté à l'époque, c'était dans les années 2015-2016, demandent à la fois au ministère de la Justice et à Van Cleef & Arpels, dans le cadre d'une mission de mécénat de compétences, d'apporter une expertise pour aider ensuite à l'établissement de ce schéma directeur de sûreté. Et donc, vous voyez, c'est pas comme s'il y avait une commission extérieure ou un établissement ou une institution publique qui viendrait faire un audit et qui dirait, voilà, ça clignote à cet endroit-là, et derrière, il n'y a rien de fait. Non, c'était vraiment la démarche proactive de l'établissement, en lien avec les services du ministère. Je n'avais pas été spécialement informé parce que c'était un fonctionnement normal, cet établissement a pris la décision de bâtir un schéma de sûreté et de se faire aider pour ce faire. Après, on peut discuter du temps de réalisation, de mise en œuvre, etc. C'est ce que vous évoquiez, monsieur le rapporteur. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un audit, mais qu'à la demande du ministère, et on en tire des conséquences. Et d'ailleurs, la Cour des comptes, en 2025, dit bien qu'au cours des années 2017-2018, une politique de sûreté a été définie et des études de programmation ont été démarrées avec l'appui d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage. Donc, le Louvre, à l'époque, même décide d'être assisté, en plus de ces audits qui avaient été faits, par une assistance à maîtrise d'ouvrage pour créer, bâtir, définir ce schéma directeur de sûreté et ensuite de le mettre en œuvre. Et d'ailleurs, fin 2020, il y a une notification des marchés de maîtrise d'œuvre qui ont été réalisés pour enclencher les travaux nécessaires à la mise en œuvre de ce schéma de sûreté. Après, voilà, pourquoi ça a été plus long que peut-être imaginé. Je me permets de faire une petite parenthèse, outre les éventuels problèmes qu'il y aurait pu y avoir, c'est que c'est pas quelque chose de classique, malheureusement, à la fois dans les établissements publics français, mais aussi dans les collectivités. On est face, en France, à une lourdeur de fonctionnement qui fait que c'est bien souvent beaucoup plus long que ce qu'on imagine de mener à bien des projets et de mettre en œuvre des schémas directeurs, que ce soit de sûreté ou d'ailleurs d'autres schémas. On est tous confrontés à ça dans les collectivités territoriales ou dans l'État. C'est peut-être quelque chose par ailleurs sur lequel il faudra se pencher pour être plus rapide, plus efficace pour mettre en œuvre des projets. Oui, s'il n'y avait pas de schéma directeur global, comme vient de le rappeler Rima Abdul-Malak, ce n'est pas pour autant qu'il n'y avait pas des schémas directeurs de sûreté. Hein. C'est évidemment, et quand on regarde le COP 2020-2024, qui a donc été validé au Conseil d'administration de septembre 2020, les diagnostics préalables sur le bâtiment et sur la sûreté qui ont conduit à l'établissement d'un plan décennal de rénovation du bâtiment historique et un schéma directeur de sûreté a été approuvé à cette occasion et qui formait donc l'indicateur 19 qui était dans cette affaire. Donc il n'y avait pas de schéma directeur global, mais il y avait un schéma directeur de sûreté. Merci. Madame Abdul-Malak, vous souhaitiez pouvoir répondre, mais monsieur le rapporteur avait une question pour vous, donc on va faire une pierre deux coups, comme ça je vais tout de suite lui céder la parole pour que vous puissiez répondre. Je m'adresse à Rima Abdul-Malak. Merci pour ces précisions de sémantique que vous avez fait tout à l'heure, même si on relisait avec Madame l'administratrice, même quand Jean-Luc Martinez s'est exprimé, bon, il y a un usage du mot schéma directeur, donc on essaiera d'éclaircir qui n'est pas toujours la même chose, mais etc. Bon, donc on faudra préciser, c'est intéressant d'ailleurs comme discussion, de quoi parlons-nous derrière ce vocable de schéma directeur, dont acte. Je voulais quand même avoir votre opinion sur le fait que, auditionné par le Sénat le 17 décembre, une fois de plus, Madame la directrice actuelle du Louvre, Madame Descartes, a indiqué avoir accusé un certain retard à la mise en œuvre de SDES, hein, ce schéma directeur de sûreté, du fait notamment de discussions avec le ministère s'agissant de l'octroi de subventions. Et j'aimerais avoir votre regard,
peut-être aussi pour les autres. Qu'est-ce que vous pensez de ces négociations budgétaires qui ont été tenues à ce moment-là, peut-être sous votre tutelle, et est-ce que ce regard de l'actuelle directrice, que si les choses n'ont pas avancé aussi vite, je l'interprète comme ça, c'est parce qu'il y avait des arbitrages qui n'allaient pas au rythme nécessaire? On ne vous entend pas, il faudrait activer votre micro. Votre micro est coupé, Madame Abdul-Malak, on le voit sur l'écran. Pardon, excusez-moi, me revoilà. Pardon. Je voulais juste faire une petite précision sur une question que vous aviez posée précédemment, monsieur le rapporteur, sur les équipes et les changements d'équipe. Certes, Laurence Descartes a renouvelé l'équipe, on va dire, cabinet autour de la présidente, ce qui est assez logique dans ce genre de changement. Mais par contre, les personnes qui étaient en charge des questions dont on parle, Denis Fous, qui était responsable de l'accueil et de la surveillance, Laurent Le Guédard, qui était directeur du patrimoine architectural, ils sont restés. Laurent Guédard est parti après, mais au moment de la passation entre Jean-Luc Martinez et Laurence Descartes, ces personnes-là n'ont pas changé. Donc normalement, le tuilage des informations, la passation des audits ou autres notes importantes aurait dû se faire. Enfin, voilà, je voulais juste préciser ça sur les personnes. Concernant les budgets, alors, moi, quand j'ai été ministre, j'ai eu 2 budgets en hausse du ministère de la Culture. La première année, plus 7%, la deuxième année, plus 6%. La subvention du Louvre de fonctionnement, elle a augmenté. Roselyne Bachelot a mentionné le plan de relance. Je veux quand même vous redétailler ce que le Louvre a eu pour le plan de relance. En 2021, 40 millions en fonctionnement, 2,5 en investissement. En 2022, 6 et quelques en fonctionnement, à peu près 7 millions en investissement. Et en 2023, 3 millions en investissement. Ça, c'est le plan de relance. Sur mes budgets, moi, de fonctionnement, la subvention allouée au Louvre est passée, si j'ai les bons chiffres, de 86,7 millions en 2022 à 96,1 millions en 2023, donc c'est plus de 10% d'augmentation. Puis au PLF 2024, à 99,2 millions, soit en tout à peu près 14 et quelques pourcents en 2 ans. Par ailleurs, j'avais autorisé, c'est d'ailleurs quelque chose que je confirme dans la fameuse lettre de novembre 2023 qu'on a mentionnée, de nouvelles ressources propres possibles pour le Louvre, puisqu'on avait acté la hausse tarifaire du billet d'entrée de 3 €. Et c'est pour ça que j'avais cité Laurent Brandt aussi tout à l'heure. C'était pas pour refaire l'historique de ce tableau, c'était pour dire qu'à plein de moments, on a des arbitrages pour dire on ne va pas acquérir ce tableau parce qu'on va prioriser des travaux. On ne va pas faire tel projet parce que c'est plus important d'avancer sur tel ou tel chantier. Donc c'est ça les arbitrages stratégiques. Et il ne me semble pas que dans les budgets que je viens de vous donner, que ce soit ceux du plan de relance, ceux qui sont les subventions habituelles, on va dire, régulières du ministère, il y ait de quoi s'alarmer pour se dire qu'on a abandonné le Louvre. Pas du tout. On a continué à le soutenir et le soutenir plus fortement. Dans les discussions qu'on a avec Bercy, et je comprends le point de vue du ministère de l'Économie et des Finances, qu'est-ce qu'ils regardent? La trésorerie des établissements. Et ils vont dire, mais regardez, la trésorerie du Louvre est extrêmement confortable quand on vient vers eux en demandant plus de budget pour les travaux, notamment. La trésorerie fin 2023, donc, au moment où j'écris cette lettre pour acter le lancement d'un schéma directeur global, du Louvre, elle est de 230 millions, dont ce qu'on appelle une trésorerie non fléchée de 34 millions. Donc, si on additionne tous ces budgets, la trésorerie, on estime, en tout cas moi, ministre à l'époque, j'estime que le Louvre a quand même les moyens d'avancer sur des travaux urgents, s'il y a des travaux urgents qui sont indispensables et qu'on est tous d'accord pour les faire. Donc voilà, après, sur le Louvre Renaissance, qui ne s'appelait pas Louvre Renaissance à l'époque, qui s'appelait le très très grand Louvre, il y avait des discussions budgétaires, ça se chiffrait à des centaines de millions d'euros, et effectivement, là, entre le mécénat, l'augmentation des tarifs, la trésorerie qui était considérée comme confortable par Bercy à raison, on estimait que le Louvre pouvait, sur ces ressources-là, engager déjà un certain nombre de travaux, et puis surtout aller chercher du mécénat. On ne pouvait pas, dans l'état des finances du ministère et vu les priorités ailleurs sur le territoire, parce qu'il n'y a pas que Paris et il n'y a pas que le Louvre, mettre autant d'argent sur le grand schéma directeur qui allait aboutir à Louvre Renaissance à l'époque. Donc c'est peut-être tout ça qui est sous-jacent dans ce qu'a pu dire Laurence Descartes au Sénat. Moi, je vous redonne un peu la chronologie, les chiffres que j'ai, et si je peux apporter d'autres précisions, je le ferai. Oui. Alors, je vais donner la parole à des collègues qui sont présents. Monsieur Balladan. Madame Calvez.
Ils sont trop polis. Monsieur Balano. Non, juste rappeler, je pense que sur ces sujets-là, je pense qu'il ne faut pas faire de faux procès à tous les personnels, à tous les conservateurs, à tous les membres, les agents du ministère de la Culture. Je pense que c'est intrinsèque à leur fonction, l'idée de protection et de conservation. Enfin, quand vous êtes formé à l'ENP et que vous êtes conservateur du patrimoine, votre obsession, c'est de conserver les œuvres. Et je crois qu'il faut le rappeler, c'est conserver contre le froid, le chaud, l'humidité et aussi évidemment le vol. Je pense que c'était aussi important de le rappeler, les déploiements financiers qui ont été faits dans le ministère de la Culture depuis 2017. Moi, j'aime à le rappeler quand même. C'est un budget qui a augmenté de 40%, le ministère de la Culture, entre 2017 et aujourd'hui. Donc, quand j'entends parfois l'abandon, voilà, je pense qu'il faut rappeler les chiffres, et ça a été fait, et c'est important. Moi, je voudrais faire le focus sur ce que vous avez mentionné aussi, Madame Roselyne Bachelot, sur les nouvelles menaces. Parce que, et c'est peut-être ça le sujet, peut-être que le vol, le braquage, c'est resté une menace qui dans l'imaginaire collectif est peut-être la plus importante. On a tous le souvenir des œuvres braquées dans les musées. Mais maintenant, il y a des nouvelles menaces, et peut-être que ces nouvelles menaces qui n'ont pas été sous-estimées, ont peut-être mis moins de focus sur les menaces anciennes. Et sur les nouvelles menaces, je pense à la question de la sécurité des visiteurs. Moi, j'aimerais bien avoir le chiffre des millions qui ont été mis partout en France, dans tous les musées, dans tous les endroits qui accueillent du spectacle, pour sécuriser le parcours du visiteur face aux menaces d'attentats, face aux menaces de mouvements de foule, etc., etc. Dans les autres menaces, les menaces cyber, vous les avez indiquées. On se dit c'est difficile de braquer un musée via le cyber, parce qu'il y a une question de matérialité physique d'une œuvre. Bah si, on peut, parce que ça peut être des systèmes de sécurité peuvent être désactivés, etc., etc. Et puis sur les autres menaces, qui sont des menaces, et on l'a vu, et qui sont les menaces pas plus tard qu'il y a quelques mois, un mois, d'happening d'un TikToker qui nous fait une photo avec une œuvre en la détournant et parfois en la menaçant, comme certaines activistes ont pu le faire. Tout ça, c'est des menaces qui se sont additionnées. Et donc, par rapport à ça, comment vous, en tant que ministre, vous avez géré ces nouvelles menaces ? Et vous l'avez dit aussi, il y a eu la question, je l'ai oublié de le dire, la question du traumatisme de la fermeture des musées et de tout notre acte culturel via le Covid. C'est quand même le contraire de ce qui est le rôle et les missions de la ministère de la Culture. À un moment donné, c'est de fermer et de tout arrêter. Voilà, moi, c'est cette question sur est-ce que vous avez une idée et est-ce qu'on pourrait, nous, commission d'enquête, aussi appréhender le coût supplémentaire de toutes ces nouvelles menaces et de toutes ces nouvelles missions. Je pense que ça serait intéressant pour les mettre en perspective de ce qui reste effectivement un gros raté, ce braquage par la fenêtre. Monsieur le député, vous avez d'abord ouvert quelque chose de très intéressant, un débat. Est-ce qu'un conservateur doit être à la tête d'un grand musée ? Et moi, je dis de façon formelle, les musées sont la patrie des conservateurs. Nous avons des conservateurs extraordinairement bien formés, avec l'Institut national du patrimoine. Et contrairement d'ailleurs, quand on regarde le profil des conservateurs dans les musées européens, on voit des historiens, des spécialistes du patrimoine, pas des gens qui marchent sur leurs deux jambes, si je peux le dire, à la fois des gestionnaires et des spécialistes de la conservation. Et nous avons la chance d'avoir ce type de conservateurs dans notre pays. Et vraiment, je suis désolé de voir qu'un débat s'est ouvert sur le fait qu'il faudrait mettre des managers à la tête de nos grands établissements culturels. Eh bien, moi, je ne suis absolument pas d'accord. Absolument pas. Si on veut continuer dans la marchandisation du musée, de l'art et de la culture dans notre pays, on n'a qu'à privilégier, je m'énerve un peu, mais privilégier ce genre de profil manager. On a des gens qui sont capables à la fois de diriger un grand établissement comme le Louvre et d'assurer la conservation du patrimoine bâti et des œuvres qui y sont concernées. Il y a une chose qui, dans les menaces pour répondre aux nouvelles exigences,
et j'ai peut-être eu tort de ne pas le dire, c'est le risque écologique. C'est la souffrance rencontrée à la fois par les bâtiments et par les œuvres, par le dérèglement climatique. Et nous sommes aussi dans cette contrainte qui frappe aussi bien d'ailleurs des établissements qui datent de Philippe Auguste comme le Louvre, que des établissements qui ont été construits extrêmement récemment. On va mettre pas loin de 500 millions dans le centre Pompidou, on a mis 456 millions dans le Grand Palais, on va mettre 600 millions dans l'Opéra de Paris, laissez-moi rire, en fin de course, ce sera beaucoup plus que ça. Et on doit affronter ces nouveaux défis avec des sommes absolument colossales. Donc ces nouvelles menaces, vous savez, quand franchement, on se rend compte maintenant à Pompidou que c'est pas qu'il y a des malfaçons, c'est qu'il y a eu des conceptions qui ne tenaient pas compte de cela et qui nous mettent dans des très très grandes difficultés. On a célébré un certain nombre, enfin certains ont célébré sans nuance le programme de grands travaux voulu par le président Mitterrand. On doit dire qu'on porte aussi un héritage extrêmement lourd dans ce domaine. La pyramide de Paye, puisque revenons au Louvre, certains en ont fait un enjeu esthétique. C'était pas le problème, l'enjeu esthétique. L'enjeu, c'était un enjeu de fonctionnement et de fonctionnalité. Les colonnes de Buren, c'est pareil. Au moment, le débat a été un débat esthétique qui est un débat profondément subjectif. Mais quand Daniel Buren a accusé l'État de vandalisme d'État parce qu'on ne réparait pas les colonnes de Buren, ou plus exactement les deux plateaux, on a eu 6 millions de réparations sur les colonnes de Buren, plus les travaux annexes, parce que les choses avaient été construites de telle façon qu'elles inondaient les réserves de costumes de la Comédie Française, ce qui n'est quand même pas quelque chose de tout à fait souhaitable. Et je vous fais le pari que dans 10 ans, il faudra remettre 10 millions dans les colonnes de Buren pour les maintenir en état, puisque l'intérêt, c'est que le public y a accès. Donc voilà, effectivement, les menaces sur le patrimoine, qu'il soit du patrimoine bâtimentaire ou du patrimoine ornemental ou d'œuvre, c'est quelque chose qui évolue de façon considérable. Bien sûr, ça nous mine, parce que ça nous oblige à des travaux qui sont déments. Alors, je ne parle même pas du patrimoine religieux dans notre pays, parce que Dieu sait si ça a été un élément de débat. Il y a 5000 églises qui vont tomber enfin, il n'y a plus de fidèles, donc c'est au moins l'avantage, c'est que ça ne tombera pas sur eux. Pardon, j'avais dit que je ne ferais pas d'humour. Mais c'est absolument terrible. Il y a une église dans le département de la Mayenne, à côté de chez moi. Évidemment, elle est tombée, l'église de la Baconnière. Il fallait 6 millions pour la maintenir debout. C'est à ça aussi que nous sommes confrontés. Et il faut évidemment le mettre dans cela. Moi, ce que je considère d'assez extraordinaire, c'est que le Louvre n'a jamais été mis à la diète budgétaire, parce que justement, c'est le vaisseau amiral de notre patrimoine. C'est bientôt 40 000 visiteurs qui rentrent chaque jour dans le Louvre, et que c'est vraiment la chose qui nous illustre, mais néanmoins, en note de bas de page, je voudrais quand même rappeler la phrase de Jean Missler, de l'Académie française, dont on va pudiquement oublier qu'il était le rapporteur des pleins pouvoirs à Pétain, mais ça c'est une autre histoire, et qui disait « Le tourisme est une industrie qui transporte des gens qui seraient mieux chez eux vers des endroits qui seraient mieux sans eux. » Merci, Madame la Ministre. Alors, on peut avoir un débat sur le niveau d'investissement qui est nécessaire, sur ce qui a été fait. Il y a un débat, et finalement, Madame Abdul-Malak l'a évoqué au tout début, c'est-à-dire la question de l'allocation des moyens. Il est indiscutable, arithmétiquement parlant, que les moyens alloués au patrimoine ont augmenté, et à la culture de manière générale ont augmenté ces dernières années. C'est chiffré, on a les projets de loi de finances qui en attestent, on a un certain nombre d'états d'exécution qui permettent de l'objectiver.
pas de difficulté là-dessus. Là où il y a un débat, c'est finalement sur l'allocation des moyens, et notamment les choix qui a été fait dans la gestion des musées. Est-ce que, par exemple, on préfère acquérir des œuvres, les valoriser et accueillir du public, ou alors est-ce qu'on estime prioritaire de protéger des œuvres et de protéger le bâti? C'est le débat qu'on avait juste avant avec les universitaires, qui montraient bien les paradoxes et les contradictions qu'il pouvait y avoir entre deux logiques, une logique de conservation d'un côté, et une logique de communication ou de promotion d'autre part. Et la question légitime qu'on peut se poser, beaucoup se la sont posées depuis le vol du Louvre dans le débat public, est de savoir est-ce qu'à un moment donné, l'envie de valorisation, une forme un peu de dérèglement de la société du spectacle, de surcommunication autour du Louvre pour en faire un lieu presque événementiel plus qu'un lieu de conservation, n'a pas contribué à affaiblir cette mission de conservation du patrimoine et des œuvres qui y sont aujourd'hui. Est-ce que, et d'ailleurs, quand vous avez lancé, M. Riester, l'augmentation des budgets sur le patrimoine pour la protection des monuments historiques, c'est que par définition, on était à un niveau qui n'était pas satisfaisant à l'époque. Est-ce que cette tension-là, finalement, n'est pas problématique, et est-ce que le vol du Louvre ne montre pas les limites des hésitations qu'on a pu avoir jusqu'ici en la matière? Je vais dire un mot peut-être. Oui, bon, d'abord, les moyens qui sont alloués au patrimoine sont importants, ils ont été en augmentation, vous l'avez rappelé, mais les besoins sont considérables. 40 000 ou 45 000 sites patrimoniaux classés dans notre pays, que ce soit public ou privé, donc avec des moyens en termes de restauration considérable, de besoins considérables pour veiller à cette restauration du patrimoine. Donc, oui, dans l'absolu, il n'y a jamais assez d'argent pour restaurer tous les bâtiments de France. On a vu que c'était pour les classés, mais il y a aussi ceux qui sont non classés, d'où ce qui avait été mis en place avec l'opération Loto du patrimoine, pour s'occuper de tout un patrimoine non classé qui aussi mérite d'être préservé et restauré. Voilà, ça c'est la réponse à votre première question. Deuxièmement, si on est spécifiquement sur les questions de vol, de sûreté, parce qu'il y a d'autres menaces et qui nécessitent des budgets aussi, mais si on regarde sur cette question du vol, vu l'évolution des techniques de braquage, de vol, et je dirais un peu la mode qu'il y a aujourd'hui, de ces derniers temps particulièrement, on voit qu'il y a eu une augmentation du nombre, vous l'avez rappelé d'ailleurs dans l'audition précédente, monsieur le rapporteur, c'est certain, je pense qu'il y a nécessité de peut-être davantage mobiliser de moyens dans l'avenir sur ces questions de sûreté, pour peut-être réorienter un certain nombre d'arbitrages au sein des musées entre les questions d'acquisition, comme l'évoquait avec cet exemple tout à fait parlant Rima tout à l'heure, vers des questions de sûreté, de questions de restauration si c'est un musée historique, ou de prise en compte de problématiques d'isolation ou de chauffage ou incendie. Donc je pense effectivement qu'on est face aujourd'hui à une évolution, si on regarde spécifiquement les questions de vol, d'une évolution de la délinquance, des moyens de la délinquance, qui fait qu'il faut peut-être effectivement réorienter un certain nombre de budgets. Alors en ce qui concerne le Louvre spécifiquement, et là je vais totalement dans le sens de ce qui a été dit par Rima et d'une certaine façon aussi par Roselyne, il y a des moyens au Louvre, et que la question des moyens ne peut pas, à mon sens, être évoquée comme un problème potentiel pour les questions de mise à niveau en matière de sécurité et de sûreté pour le Louvre. Ce n'est pas le cas pour un grand nombre d'autres musées. Et j'en ai particulièrement été témoin, si je puis dire, lorsqu'on a réfléchi et évoqué ces questions de circulation des œuvres. Vous savez, de dire les œuvres qui sont dans les collections nationales, dans les grands établissements nationaux, les grands musées nationaux qui sont pour beaucoup en région Île-de-France, pour ne pas dire à Paris, comment on peut les mettre plus largement à disposition des publics dans tout le pays. Et là, on est confronté tout de suite à la question de la sécurité et des moyens qui doivent être mis en place par les musées, non seulement pour protéger leurs propres collections ou leurs propres expositions, mais éventuellement l'accueil de telles œuvres. Et donc là, effectivement, on est confronté à des nécessités de mettre peut-être davantage de moyens, d'aider encore davantage les musées dans toutes les régions de France pour monter leur niveau de sécurité pour lutter contre le vol.
Et enfin, je voulais dire que dans ces questions de rendre accessibles les œuvres au public, est quand même aussi des missions fondatrices voulues par Malraux du ministère de la Culture, c'est de rendre accessibles les œuvres du patrimoine de l'humanité et d'abord de la France, le plus largement possible aux Français. Il y a la question, et vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure dans l'autre audition, la question des outils numériques. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai beaucoup accompagné quand j'étais ministre les microfolies, parce que c'est une réponse. C'est pas la seule réponse et rien ne remplacera le contact physique entre les citoyens, les femmes et les hommes que nous sommes et les œuvres physiquement. Mais c'est quand même un des moyens qui permet d'éviter ces questions de sécurisation de la circulation des œuvres pour rendre accessible d'une façon numérique les principales œuvres du patrimoine de l'humanité, ou en tout cas ces œuvres qui sont dans les collections nationales, vers les publics partout en France. Est-ce qu'on peut rappeler que le débat a été ouvert par la Cour des comptes, puisqu'il y a un texte qui impose que 20% des ressources de billetterie soient dédiées à l'achat des œuvres, à l'achat d'œuvres. Et donc la question a été posée par la Cour des comptes en disant il faudrait réduire cette part obligatoire pour que on les flèche vers ces enjeux tout à fait considérables de sécurité, de restauration du patrimoine. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que je m'étais opposé à l'achat du porte-étendard de Rembrandt, du nouveau tableau Rothschild, puisqu'on s'est déjà partagé deux grands tableaux qui viennent du patrimoine Rothschild, un homme et une femme, qui était la propriété d'Éric de Rothschild. Et donc, à nouveau, ce porte-étendard, on en était à 175 millions pour l'acheter. Et j'avais signifié mon opposition à l'achat du porte-étendard. Il a été acheté, et pour des raisons, j'allais dire, identitaires par les Pays-Bas. Il n'est pas loin de nous. On peut aller voir le porte-étendard, surtout qu'il y a, je crois, déjà 11 Rembrandt, mais mes collègues vérifieront le chiffre. Il y a déjà 11 Rembrandt et de très grande qualité, comme le Saint-Jean-Baptiste ou les Pèlerins d'Emmaüs. On n'est pas en perte, on n'est pas en diète de Rembrandt au musée du Louvre. Parce que finalement, on regarde, mais on expose 10% des œuvres. Commençons déjà par exposer des œuvres, à les sortir des réserves. Et ce sera, je crois très bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les achats, mais peut-être, comme le dit la Cour des comptes, réduire ces 20%. Madame Abdul-Malak, sur ce sujet. Merci, Monsieur le Président. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas me répéter. Je pense qu'il faut qu'on ait en tête que toutes les préconisations que vous pourriez faire et celles de la Cour des comptes et d'autres, que ça ne nous amène pas en fait à réduire les prêts, les circulations des œuvres, ni à réduire l'exposition des œuvres. Parce que là, je vois qu'il y a certaines réactions forcément de peur donc de s'auto-censurer en quelque sorte, de ne pas présenter certains bijoux, certains objets d'art ou certaines œuvres dans certaines expositions de peur d'un vol parce qu'on n'est pas encore visiblement suffisamment outillé partout. Et il faut qu'on trouve un équilibre entre une bien meilleure sécurisation partout sur le territoire si possible évidemment, mais aussi une visibilité de ces joyaux du patrimoine, en ayant en tête que malheureusement le risque zéro n'existe pas. Moi, j'ai travaillé à la mairie de Paris à une époque où j'ai un énorme traumatisme, c'est le vol spectaculaire au musée d'art moderne de la ville de Paris en 2010 de 5 tableaux de maître. Dans la foulée, on a entrepris une énorme réforme de l'organisation des musées, on a lancé un plan de rénovation, un plan sûreté, etc. Énormément je ne sais plus, 120 millions, voire plus, ont été mis sur la table. Ça n'a pas pour autant empêché récemment ce vol à la hache quand même, en plein jour, au musée Cognacq-G. Donc il y a des modes opératoires contre lesquels on ne sera jamais totalement prémuni et ils n'arrêtent pas d'évoluer. Aux Pays-Bas, on a vu aussi à Assen l'usage d'explosifs carrément, un mode opératoire encore plus violent. Donc là, le ministère de la Culture doit absolument davantage travailler avec le ministère de l'Intérieur et avec
les autres pays de l'Union européenne qui sont confrontés à ces modes opératoires complètement nouveaux et qui se sont accélérés très très récemment en fait. Parce que nous, on l'a tous rappelé tous les trois, on a vécu aussi dans un contexte où il y avait d'autres choses qui étaient des alertes. On avait des alertes éco-vandalisme, on avait des alertes attentats, on avait des alertes à la bombe, on avait des alertes mouvements sociaux qui pouvaient déraper. On a traité toutes ces alertes à chaque fois, vraiment en y passant beaucoup de temps sur des réunions et en débloquant des budgets à chaque fois que c'était nécessaire. À l'époque où nous étions tous les trois ministres, nous n'avions pas eu ce type de vol spectaculaire. Or là, récemment, en septembre, octobre, novembre 2025, il y a eu pas moins de 7 établissements culturels qui ont eu ce type de vol sur des bijoux, des pierres précieuses, de l'or, des porcelaines chinoises. Donc il y a quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez de temps de réaction entre cet enchaînement de nouveautés et la mise en place de mesures adéquates en réaction. Mais moi, je n'étais pas en fonction à ce moment-là. Mais on voit bien qu'il y a quand même des temporalités, des évolutions des modes opératoires. Ce n'est pas pour dédouaner qui que ce soit. Ça reste un drame collectif et une responsabilité collective, cet échec-là de ce vol au Louvre. Pour autant, on a traité tellement d'autres choses qui ont évité d'autres choses. Enfin, je veux dire, le musée d'Orsay avait déjoué un acte d'éco-vandalisme parce qu'on avait fait les bonnes formations avant. Et évidemment, quand on évite les choses, on en parle moins. Et quand il y a un drame, c'est là où ça révèle toutes les failles ou toutes les sous-estimations. Voilà, c'était un peu pour se redonner un peu de hauteur sur un sujet qui est éminemment douloureux. Signaler aussi un focus qu'il faudra prendre en compte, c'est les menaces sur le patrimoine religieux et le patrimoine ornemental religieux. Quand le curé de Saint-Eustache trouve sur un tableau d'un primitif italien représentant une scène avec le Christ et ses apôtres et sur lequel on a marqué mort aux Juifs, c'est un risque sur les œuvres qu'on n'avait pas vues jusque-là. Et le ciblage du patrimoine religieux qui constitue sur certaines époques 80% du patrimoine, qu'il soit du patrimoine bâtimentaire ou du patrimoine ornemental, est quelque chose qui me soucie énormément. Alors, peut-être là on se dirige, vous l'aurez compris, vers la fin en vous remerciant de ce ton assez franc qu'on peut avoir. Juste, je réagis sur ce cas. Vous aurez compris que nous, on travaille comme parlementaires sur une commission d'enquête qui est nécessairement illimitée. Et ce que vous pointez est à la fois évidemment un vrai sujet, mais nous amène en plus sur la question de 1905, ce qui est un lieu de culte dans lequel, bon, ça nécessiterait une réflexion sans aucun doute. Sans aucun doute, mais je crois que, je parle sous l'autorité de Monsieur le Président, c'est encore un autre sujet, et on va essayer... Bon, et deuxièmement, après, nos discussions ont un défaut, c'est celle de reconstituer après coup des choses à la lumière d'un événement. On a beaucoup parlé du Louvre, et c'est bien normal. Nous, on essaie aussi de voir, il y a eu 9 musées dernièrement qui ont été cambriolés, que ce soit celui dédié à Jacques Chirac qui vous est cher, ou en Corrèze, etc. Bon, et d'autres endroits, voilà, et on essaie de comprendre, est-ce que c'est une succession de faits divers, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui doit nous amener, nous aussi, comme parlementaires, à faire des préconisations. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Troisièmement, je voudrais quand même évacuer le fait qu'il ne s'agit pas ici, personne ne porte l'idée que les musées doivent être confiés à des managers pour faire du management. C'est certainement pas mon idée. Je crois que je peux parler au nom du président et de ceux des parlementaires. C'est pas le cas. Et troisièmement, je pense qu'on est tous attachés évidemment à l'idée que parmi les missions d'un musée, il y a encore l'acquisition d'œuvres. Il n'y a pas de faux débat. Moi, je me reconnais pas complètement parfois, encore que c'est peut-être une mauvaise interprétation dans ce que nous dit la Cour des comptes, etc. Je considère que c'est la mission du Louvre, notamment d'acquérir les œuvres. Donc pas de fausses discussions. Une fois ceci dit, pour un peu non pas vous piquer, mais on va vers la fin de notre échange, je dois avouer, en vous remerciant de votre franchise, que je n'y vois pas clair, mais on continuera à avoir peut-être un échange écrit sur quel type de relation vos cabinets avaient avec la direction du Louvre, y compris, pardon d'être un peu trivial, en termes de régularité. Est-ce que, je ne sais pas, tous les 2 mois, tous les 3 mois, une fois par an, je ne sais pas, moi ça m'intéresse de voir, y compris... D'accord, enfin bon, je vous laisse, mais peut-être par écrit, on vous redemandera de préciser les choses. C'est quoi le type d'échange là-dessus? Ça m'intéresse quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est assez serré? Et enfin, vous redire, et j'aimerais peut-être vous faire réagir pour conclure là-dessus, de quoi parlons-nous? Bon, évidemment, ça a été dit plusieurs fois, c'est une facilité, le risque zéro n'existe pas, c'est pas ça la discussion. Notre constat est quand même de considérer que nous parlons, puisqu'on a beaucoup parlé du Louvre, j'y reviens, d'un établissement qui est le navire amiral, c'est votre expression Madame Bachelot, et elle est parfaitement juste. 9 millions de visiteurs aujourd'hui.
qui explose par rapport au projet même, si on est là, qui était après la pyramide. Il est question, à ce moment-là, notamment c'était le 28 janvier dernier, le président de la République dit on va passer à 12 millions, voire même à 15 millions de fréquentation. Dans un moment où beaucoup d'éléments, pas seulement sur la question de sécurité, nous alertent qu'on est dans un bâtiment extrêmement sollicité en raison de caractère patrimonial, tout est très compliqué, mais vous le citez, il y a même des salles qui sont fermées à l'heure actuelle, etc. Il est sous tension. Ce cambriolage vient malgré tout, là aussi, se dire, des questionnements, est-ce que les mesures de sécurité avaient été prises? On est en droit de s'interroger. On va préciser dans la suite de nos auditions sur ces schémas directeurs, l'attitude des différentes directions. Bon, j'avoue qu'à ce stade, des choses parfois qui peuvent être un peu contradictoires sur le temps perdu, etc. Bon, donc on est en droit aussi de se dire, est-ce que c'est le moment de passer à une étape supérieure de ce Louvre Renaissance, alors qu'on n'a pas vraiment d'éléments probants pour s'assurer que des questions de sécurité, et là encore, on a beaucoup parlé de la cybersécurité, etc. Mais là, ce dont on parle, c'est d'un cambriolage qui choque, c'est pourquoi tout à l'heure je me suis permis, avec la dose d'humour, vous aviez raison, mais qui choque par son extrême simplicité d'apparence. Donc là, il y a... Et tout ça, c'est des questions qui me semblent, à mon avis, légitimes de la part de la représentation nationale, de se dire, est-ce que c'est le moment de passer à une étape supérieure, alors que le minimum, manifestement, n'est pas fait. Au passage, nous les auditionnerons, les organisations syndicales et les personnels du musée du Louvre, qui sont de grande qualité, alertent sur ces questions-là depuis un moment. Alerte. À la fois parce qu'il y a eu des problèmes de personnel, puis en plus, eux-mêmes ont dit qu'il y a un problème de sécurité. Et je crois, je dis ce chiffre, on le vérifiera, qu'il y a même parfois un tiers des salles actuellement du musée du Louvre qui ne sont pas visitées, qui sont fermées, parce qu'il y a un problème de personnel et d'accueil. Donc vous voyez, il y a un décalage qui, nous, on aimerait comprendre, parce que ça peut poser à terme une question de sécurité. Troisièmement, peut-être, enfin, là, pardon si c'est un peu compliqué. On a peu parlé de la mission de sécurité, de sûreté d'audit, la MISA, mais elle aussi, est-ce qu'elle est vraiment sollicitée à hauteur de ce qu'il pourrait faire? Et puis une dernière question, parce que ça a été évoqué plusieurs fois. N'y voyez pas une dimension politique, polémique, mais la présidence de la République. Vous avez évoqué, bon, moi j'aimerais, si vous m'autorisez, enfin, si vous acceptez de nous le dire, est-ce qu'il y a sur, et je le comprendrai au demeurant, sur ce cas particulier qu'est le Louvre, aussi, comment dirais-je, un regard de la présidence de la République particulier sur l'avenir, sur les décisions qui sont prises. Est-ce que vous l'avez constaté? Est-ce que ça existe? Ou est-ce que c'est un dossier comme un autre dans tout ce que vous avez eu à gérer, voilà, qui peut amener à ce que peut-être il y a, je sais pas, un retard ou une facilité au contraire sur des choses? Parce que vous l'avez, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Bachelot, ou pas seulement. Bon, on peut comprendre qu'il y a une implication particulière de la présidence de la République, de manière générale, et en particulier de notre président actuel, qui, je le crois, a ne serait-ce que de manière symbolique. Lorsqu'il a été élu président de la République, avait tenu à faire ça au Louvre. Donc il y a peut-être une dimension particulière là-dedans, pour sa part, à laisser une trace concernant le Louvre Renaissance. Est-ce que ce que je vous dis là vous semble inapropos, ou est-ce qu'il est vrai que vous avez constaté que quand il s'agit du Louvre, de son évolution, des éventuels investissements, etc., il y a un regard particulier qui a pu amener à ce que les décisions soient accélérées ou retardées? Le président de la République a toujours exprimé une extraordinaire attention vis-à-vis du musée du Louvre, comme d'ailleurs les autres présidents de la République. Peut-être plus particulièrement le président actuel, mais je l'ai aussi, en tant que ministre de la Culture, été directement en relation et en dialogue sur ce sujet. Puisque vous m'y invitez, même si ce n'est pas directement le sujet de cette commission d'enquête, j'ai exprimé mes inquiétudes, mes réserves sur le projet Louvre Nouvelle Renaissance. Je parlais de la phrase de Jean Missler, et charger le Louvre de nouvelles, j'allais dire des clients, de nouveaux visiteurs, me paraît difficile à imaginer. Je serais beaucoup plus favorable, et Franck le disait très justement, à imaginer des solutions alternatives au contact des œuvres, et la réalité augmentée, la réalité virtuelle, toutes les techniques numériques pourraient nous permettre de faire fréquenter ainsi la culture et les œuvres à des publics, et en particulier des publics jeunes, et de se poser la question d'une vision plus malthusienne de la fréquentation physique de structures extrêmement fragiles. Mais c'est un débat qui s'ouvre. Je ne prétends pas, monsieur le rapporteur, monsieur le président, avoir sur ce sujet la vérité révélée, d'autant que je ne suis plus en responsabilité et que ce sont des sujets dont on ne discute pas comme sur les
plateaux de télévision où sévissent les ultra-crépidarianistes, autrement dit les toutologues, comme ça... Alors, justement, de toute façon, à partir du moment où on charge le bâtiment, commencer à construire sous Philippe Auguste, on imagine que les groupes humains qui vont fréquenter ça le menacent extraordinairement. Le visiteur est en soi une menace. Et à partir du moment où on augmente les visiteurs, on augmente la menace, de quelque nature qu'elle soit. Donc, c'est un débat que je trouve légitime qu'il soit mené à l'Assemblée nationale, par la représentation nationale, et que cette commission d'enquête s'en saisisse, même si ça déborde un peu les prérogatives telles qu'elles ont été fixées dès le départ, si je comprends bien la mission que vous vous êtes donnée, ma foi, ce sera un élément important au dossier. Monsieur Riester. Moi, j'aurais, peut-être en élargissant au-delà du Louvre, la question quand même de sûreté, vu l'évolution des menaces, vu l'évolution des modes opératoires, à me dire, est-ce que, au-delà de ce que apporte le ministère en matière d'expertise, d'accompagnement, on parlait de la MISA tout à l'heure, les équipes du service des musées de France qui sont en accompagnement, pour ce qui concerne la préservation autre que le vol, il y a évidemment le C2RMF, pour ce qui concerne le mobilier, enfin les œuvres et tout ce qui est mobilier, mais aussi le laboratoire, le LRMH, pour ce qui concerne la restauration architecturale. Tous ces savoir-faire qui est aussi dans les DRAC, avec des gens exceptionnels, des grands spécialistes, y compris parfois de sûreté, parce que c'est au cœur, encore une fois, des missions des conservateurs du patrimoine. Toute cette expertise, elle est formidable, il faut la préserver, la valoriser, même s'il y a eu des vols récemment. Pour autant, est-ce qu'il ne faut pas avoir une réflexion, et ça je pense que ça peut être le rôle aussi des parlementaires, d'aller peut-être un peu plus loin, comme on l'a fait pour l'incendie, avec ces commissions de sécurité incendie, qui fait que tant qu'il n'y a pas eu une validation d'une institution spécialisée pour acter de la satisfaction d'un certain nombre de critères pour assurer la sécurité incendie des visiteurs, mais aussi des bâtiments qui reçoivent du public. Est-ce qu'il faut peut-être aller plus loin, une forme de labellisation publique, en tout cas quelque chose qui soit pas simplement on a besoin de vous pour nous éclairer à un moment donné sur là où on en est en matière de protection du vol, mais d'aller peut-être plus loin sans que ça soit forcément quelque chose qui entraîne la fermeture du musée, mais qui soit forme de certification que, à l'avis de cette institution ou de ce service des musées de France particulier, sous-service, on estime que le niveau de sûreté nécessaire est satisfait eu égard aux menaces actuelles. Et je crois que c'est peut-être une réflexion qu'il faut avoir sans tomber dans quelque chose de trop lourd, mais qu'on puisse avoir une forme de garantie que tout est mis en œuvre au niveau des différents musées en termes de sûreté contre le vol. Merci beaucoup. Madame Abdul Malak. Merci, Monsieur le Président. Je pense que sur le sujet sûreté, il faudrait fonctionner comme on a fonctionné sur le plan de sécurité des cathédrales, puisqu'on a cet exemple et cette expérience du ministère, avec la même méthode, et pour l'ensemble du territoire français, et pas uniquement pour les grands musées nationaux, puisque ce sont des outils, en fait, et des méthodologies qui peuvent être appliquées à peu près partout, évidemment avec des spécificités. Donc ça nécessite des budgets dédiés, ça nécessite des équipes qui suivent en particulier, ça nécessite de s'actualiser en fonction de l'évolution des modes opératoires qui vont encore nous surprendre dans les années qui viennent, sans doute, hélas. Comme on a focalisé peut-être ou pas assez sur le reste, mais beaucoup sur les cathédrales parce qu'il y a eu Notre-Dame, le Louvre est l'alerte qui va permettre de renforcer ce qui était déjà fait, mais visiblement pas suffisamment, sur la question de la sûreté dans les musées, partout sur le territoire, et pas que au Louvre. Après, sur la question de la fréquentation, moi, c'est quand, au début, où j'étais ministre, au printemps 2022, qu'on a acté avec Laurence Descartes que la jauge serait de 30 000 visiteurs par jour et pas un de plus, avec quand même des répercussions financières. Je me souviens d'un petit bras de fer avec Bercy à ce sujet. Mais on a tenu, parce que justement, et c'était le souhait de la présidente, qu'il y ait un confort de visite amélioré pour les visiteurs, que les gens ne soient pas comprimés dans les espaces, et qu'il y ait aussi de meilleures conditions de travail pour les agents.
qui sont ceux qui font vivre le Louvre au quotidien et qui sont extrêmement engagés et dévoués. Donc, toutes les estimations après qu'on faisait dans les négociations budgétaires avec Bercy, c'était ça. Moi, je me souviens de réunions où Bercy avait fait des calculs à 12 millions de visiteurs par an. Et nous, on leur disait non, 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 c'est 9 grand maximum, parce que c'est pas possible, en fait. Ensuite, le projet Louvre Renaissance, dont j'ai suivi le début, mais pas la suite, visait justement à créer des nouvelles circulations, des nouveaux espaces, une nouvelle respiration au sein du Louvre, réfléchir pour la visite de la Joconde, transformer l'espace du Carrousel, penser l'esplanade de la Colonnade Perrault, etc. Enfin, je ne vais pas redétailler le projet. Et donc, le but n'est pas d'entasser les touristes, les hordes de touristes, comme dit Roselyne Bachelot. Et moi, je ne pense pas qu'un visiteur est une menace par essence, chère Roselyne. Je pense qu'on a besoin de ces visiteurs parce qu'on veut partager ce joyau patrimonial avec le plus de monde possible. Une menace, une pression. C'est notre rayonnement. Mais bien évidemment que ça engendre des risques et qu'il faut savoir les traiter et qu'il faut limiter ce risque en limitant la jauge. Et c'est ce que Laurence Descartes a fait, très honnêtement. Et avant, Luc Martinez avait fait aussi des choses qui n'existaient pas sur les contrôles dans les files d'attente, sur les vestiaires. Enfin, je ne vais pas revenir sur ça, mais chacun a pris ses responsabilités pour améliorer les conditions de visite. On veut plus de tourisme, on veut que le Louvre reste le premier musée du monde, mais on veut évidemment sécuriser les œuvres, le public et les agents. Et donc, cette question de la jauge de fréquentation, vous avez raison de la soulever parce que dans le projet Louvre Renaissance, elle est censée être augmentée, mais en respectant tout ce que je viens de dire. C'est pas, justement, ces nouveaux espaces devraient permettre, et ces nouveaux flux de circulation, un meilleur confort de visite aussi, et d'augmenter les recettes, avec aussi une augmentation tarifaire, ça dont on peut débattre également sur les non-européens, etc. Moi, à mon époque, j'avais juste acté une hausse de 3 € du tarif. On n'était pas encore complètement au clair sur cette différenciation sur laquelle j'avais des réserves. Mais en tout cas, je comprends en fait que dans la conception de Laurence Descartes, il y avait un schéma global qu'elle voulait poser avec un budget à trouver et qu'à l'intérieur allait s'imbriquer tous les autres peut-être sous-schémas techniques, mais qu'il fallait d'abord penser le projet global qui est devenu Louvre Renaissance. Donc là, il y a une étape après moi que je n'ai pas suivie, mais je comprends aussi ce raisonnement ambitieux et ce raisonnement global qui n'était pas... Mais alors, pourquoi ça a empêché de faire certains travaux urgents ou certains équipements moi, elle m'avait parlé d'escalators qui ne marchaient pas, de caméras de vidéosurveillance qui n'étaient pas assez nombreux. On avait évoqué des sujets comme ça, mais il me semblait que sur le budget du Louvre, tel qu'il l'avait, et sur la trésorerie telle qu'il l'avait, il y avait sur ces choses très urgentes-là de quoi réagir quand même. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour ces échanges très riches qui nous ont permis effectivement d'enrichir notre réflexion. On s'autorisera évidemment à revenir vers vous si nécessaire pour préciser certains points au fil de nos réflexions. Et puis, je vous remercie en tout cas pour éventuellement les compléments que vous pourriez vouloir apporter à des points qui étaient dans le questionnaire qu'on n'aurait pas abordés, mais qui vous sembleraient importants de porter à notre connaissance. Merci beaucoup. Merci.